Thank you for joining. We're about to start in a few minutes. We're waiting for a few more people to join. Bonjour tout le monde, on va commencer dans quelques minutes. On attend le reste des participants de se joindre à nous. Hi everyone, we're waiting for a few more people to join, so we'll start in On va commencer dans 2 minutes. On est en attente de plus de participants nous joindre aujourd'hui. Good afternoon, everyone. Bonjour, bon après-midi, je m'appelle Mandy Wingo, je suis directrice d'engagement et de partenariat de FP 2030. Bienvenue à la consultation sur la pilule double prévention avec les acteurs PF-SSR avec l'initiative de Clinical Population Council. Avant de commencer, je veux juste annoncer quelques points d'information. Si vous pouvez passer sur la prochaine diapo, on a une interprétation en français. Donc, s'il vous plaît, sélectionnez votre langue préférée en utilisant la fonction d'interprétation durant Zoom. On vous demande de rester en sourdine durant le webinaire et ne pas allumer votre vidéo. Vous devriez voir Q&A pour répondre à vos questions. Vous pouvez poser vos questions en anglais ou en français. On va enregistrer ces sessions et les présentations et les enregistrements seront partagés avec vous après le webinaire. Prochaine diapo. Donc, on se rend compte que DPP, en tant qu'un nouveau produit, n'a pas été vraiment socialisé dans la communauté avec les partenaires de VIH. Donc, la majorité d'entre nous ont ces conversations, sont beaucoup d'informations sur le DPP. Donc, aujourd'hui, on va parler avec nos partenaires de SRH, la communauté. On espère que la discussion aujourd'hui va répondre à nos questions et qu'on va avoir un peu de retour de la part des partenaires de Family Planning pour s'assurer que les plans de DPP reflètent ces questions pour pouvoir le lancer. Donc, Jessica Rodriguez de EVAC va commencer avec un aperçu de la DPP dans le contexte de la technologie de prévention et NPT. Elle va souligner le progrès jusqu'à présent et les plans de recherche et développement, génération d'évidence ou de preuves et la préparation du marché. Cela va être suivi par une autre présentation dans la prévention du VIH et de la SSR. Et on va répondre à quelques complexités et questions pour bien comprendre la demande pour le DPP. Et puis, on aura une discussion de 35 minutes qui sera modérée par Beth Franklin de l'École de santé publique. Cela sera l'opportunité pour avoir un retour en ce qui concerne les partenaires, ce qu'ils voient sur les opportunités, les défis en ce qui concerne le DPP. Additionnellement, aux questions que vous pourrez avoir. Après ces discussions, il y aura Danny Edwards de CHAI qui va présenter la discussion pour la considération de système d'introduction du DPP. Et puis, ma collègue Ima Batel va fermer la session aujourd'hui avec quelques prochaines étapes clés.
Donc, avant de donner la parole à Jessica pour un aperçu du DPP, on voulait faire un petit sondage pour mieux comprendre où on se trouve en ce qui concerne le DPP. J'espère que le sondage va sortir sur votre écran. Prenez une minute pour répondre. Qu'est-ce que vous avez entendu de la part du DPP? S'il n'y a rien, si c'est la première fois aujourd'hui, c'est bon. Est-ce que vous savez que c'est une pilule qui combine les contraceptifs et PrEP ou bien que vous, vous avez assez d'informations sur le DPP? Donc, je vous donne quelques minutes pour répondre au sondage. Et Sophie, quand vous serez prête, vous pouvez mettre les résultats sur l'écran. Je vais leur donner quelques minutes pour finir et puis je partagerai les résultats. Donc, il y en a beaucoup qui ont participé au sondage. Je vais voir les résultats. Excellent, merci Sophie. Basé sur ces résultats, on voit qu'il y en a d'entre nous qui n'ont rien entendu sur le DPP ou pas assez. Donc, je suppose que on est tous dans le webinaire correct. Donc, je vous passe la parole, Jessica. Merci. Merci, Mandé. Merci à la FP 2030 pour nous permettre d'être ici dans ce webinaire sur la prévention de la pilule. Je suis directrice d'accès à EVAC, l'organisation qui travaille sur le consortium. Et je suis contente de co-présenter avec quelques partenaires dans le consortium de DPP, inclus l'initiative de Clinton Access et le conseil. Je suis contente d'être ici aujourd'hui pour présenter la pilule orale qui combine la contraception et les PrEP et pourquoi est-ce que ça va être une bonne chose pour les technologies futures. Comme vous pouvez voir dans cette carte de l'Afrique Est et Sud, il y a un changement entre les besoins non satisfaits et les incidences de VIH. De la part de perspectives de santé publique, les produits comme le DPP peuvent répondre à ces besoins de santé auxquels les femmes font face. Des expériences du choix, de la perspective des femmes, les expériences du choix discret et d'autres recherches qualitatives, beaucoup de femmes seraient ouvertes à l'idée de prendre des comprimés avec ces technologies. Cette étude montre que les femmes et même leurs partenaires préféraient utiliser un produit à propos double pour que celui qui a une indication seulement. En fait, la majorité sont prêtes à laisser tomber leurs produits avec une utilisation unique comme les injections et prendre une formule orale si ça leur donne une protection double. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la pilule double prévention? Est une pilule orale quotidienne pour la prévention qui a un TDF et FTC et aussi combine une contraception orale qui a été développée pour l'utilisation commerciale par Béatrice, qui était connue comme Myelin. Trevata et son équivalent est l'unique pilule recommandée pour la prévention de VIH pour les femmes aujourd'hui et l'unique formule orale recommandée pour les femmes aujourd'hui. Et donc, ceci combine ces contraceptions orales. C'est une pilule de couleurs différentes avec de différentes couleurs. Le rose
et pour les premiers 21 jours, et puis l'autre pour le reste des 7 jours. Et donc, on a des instructions et les femmes peuvent parfaitement prendre une pilule avec l'emballage secondaire qui a une impression sur le site de Vie Féminin. Et donc, ceci a été sélectionné basé sur une recherche qui a été faite au Zimbabwe et l'Afrique du Sud. Le DPP pourrait recevoir une approbation de la part de FDA en 2024. Et donc, ils ont commencé le développement de DPP basé sur FTAF, qui est une pilule de plus petite de taille, qui offre aussi une contraception qui ressemble la contraception orale, la taille de la conception orale. Pour situer le DPP parmi les autres produits, quand ça a été introduit, après les produits de prévention de VIH, comme cabotegravir pour PrEP ou bien des PrEP injectables, ceci ne donne pas de bénéfices contraceptifs. Et donc, on a fait plus de recherches qui a démontré que pour la prévention de VIH et prévenir la grossesse est vraiment la préoccupation top pour beaucoup de femmes. Comme vous pouvez voir sur la graphe à droite, les injectables, les implants et tout ça, on ne s'attend pas à ce qu'ils soient disponibles dans les prochaines années. Le DPP va ouvrir l'accès à la prévention de VIH et contraception pour générer un impact. Et après 2 études cliniques pour pouvoir avoir une infrastructure pour Europe PrEP et Family Planning, le DPP vraiment est une opportunité d'apprentissage pour faciliter l'introduction d'autres MPC. Et ils peuvent aussi offrir une opportunité pour briser les silos entre les canaux et programmes de prestation de VIH et PF, et l'intégration pourrait être plus facile. Additionnellement, avec plus d'intérêt dans des solutions, le PDF a le potentiel d'attirer plus de bailleurs de fonds pour la santé du VIH et cela pourrait mener à de meilleurs résultats. Une pilule rend le BPP plus convenient et bien sûr peut aider les femmes à continuer à utiliser le produit pendant plus de temps, au lieu d'utiliser les 2 produits séparément. Et puis, le DP est contrôlé par les femmes pour pouvoir, qui a un rôle de médiateur dans l'utilisation. Et comme on a vu, c'est très difficile de faire ça en utilisant des contraceptifs pour femmes et pour hommes. En ce qui concerne les préservatifs. Donc, pour qui est le DPP, normalement, ce sont vraiment les femmes qui connaissent très bien les méthodes de contraception ou qui ont déjà utilisé ces méthodes auparavant, qui ont tendance à vouloir utiliser une contraception orale. Donc, le DPP vraiment sera pour les femmes entre 18 et 40 ans, qui sont l'âge de reproduction, et on espère que ça sera utilisé aussi par des adolescents et des jeunes femmes qui, bien sûr, passent par un taux de VIH assez haut. Des travailleurs sexuels qui sont considérés, bien sûr, et les gouvernements qui vont déterminer les populations basées sur leur contexte. C'est important de savoir aussi que les femmes qui utilisent des contraceptifs à long terme ne seront pas une population clé ou cible pour cette étude. Prochaine diapo. Ce qui rend le processus pour une approbation régulatoire est que les 2 produits ont été approuvés par les autorités réglementaires et à travers une étude, nous avons
nous avons un cas qui est moins important comparé aux études cliniques. Et le processus d'approbation concerne aussi les produits génériques. Nous sommes très enthousiastes parce que nous avons l'intention que les résultats pilotes seraient disponibles pendant les prochaines semaines. Comme je l'ai mentionné auparavant, la chronologie réglementaire suggère que le DPP pourrait être valorisant et pourrait être approuvé par le FTA en 2024 aussi. Ceci est dans le cadre des agences réglementaires nationales et dans les pays prioritaires comme le Kenya, Zimbabwe et le sud de l'Afrique. Et parce que ces produits ont été déjà approuvés et recommandés par l'Organisation mondiale de la santé, il y a une possibilité à ce qu'il y ait une révision plus accélérée avec des révisions aussi des révisions techniques de plusieurs études ont été entreprises et sont en cours dans ces pays priorisés. Ceci va nous aider à mettre en place des preuves et des évidences cohérentes pour l'approbation. Il y a des pays qui ont déjà mené des produits, des matières introductives aussi, surtout dans certains produits. Diapositive suivante et dernière diapositive. Où est-ce que nous en sommes, surtout dans cette introduction de plans stratégiques et marketing? Nous avons fait beaucoup de progrès, comme je l'ai mentionné. Les produits, surtout dans le design du produit, nous avons des études pilotes qui sont en cours et nous avons l'intention de procéder à l'étude suivante pour le packaging secondaire. Des recherches ont été aussi entreprises dans ce domaine et vont être promues, renforcées et vont être menées à la deuxième phase. Aussi, il y a des études d'acceptabilité, surtout dans la reformulation de la pilule, et c'est en cours en parallèle, non uniquement pour les femmes, mais aussi pour les fournisseurs et leurs partenaires. Nous avons une stratégie de préparation d'intégration et nous avons engagé la société civile de manière intensive et nous avons procédé à la formation d'un groupe consultatif auprès des femmes et puis d'autres membres qui ont été inclus dans le processus. En plus, nous avons l'intention de développer des feuilles de route au niveau du pays pour donner plus d'introduction sur notre DPP dans de pays directs. Donc, nous sommes très enthousiastes d'entendre votre perspective, vos préoccupations et aussi les bénéfices du DPP, les défis, entendre vos questions et aussi rentrer dans une discussion interactive auprès de vous dans quelques minutes. Merci encore une fois. Je vais maintenant donner la parole à Barbara Freeland de la population consultative dans le consortium. Good morning, good afternoon. Bonjour, bon après-midi à tout le monde. J'essaie de commencer ma vidéo, mais je semble ne pas pouvoir le faire. Donc, je vais commencer à parler et puis après, nous allons voir si le co-host peut faciliter la vidéo. Je travaille dans le conseil de la population, dans le centre de recherche biomédicale. Je m'appelle Barbara. Je suis aussi aujourd'hui ici pour vous discuter de la prévention du TPP et le VIH. Le processus consultatif de la population mène des recherches consultatives au Zimbabwe et en Afrique du Sud et ceci fait partie des essais en acceptabilité et aussi auprès des parties prenantes dans ces pays qui sont là où se trouvent les utilisateurs et qui sont aussi des responsables de prise de soins. Une des questions principales que nous avons pensées jusqu'alors, est-ce qu'il y aura une demande suffisante pour le DPP? Est-ce que le DPP va mettre en danger le progrès des produits contraceptifs LARC? Et est-ce que le processus consultatif du DPP va être un peu confus auprès des fournisseurs?
Nous croyons fermement, à partir des preuves et des évidences, qu'il y a un marché pour une pilule donc orale MPT pour cette étude. Comme vous le savez, 65% des infections VIH entre les femmes se passent entre la tranche d'âge 15, au-delà de 15 ans. Dans le sud de l'Afrique, il y a des femmes qui utilisent des produits contraceptifs à travers le temps, même avec l'introduction de nouvelles technologies. Elles continuent d'utiliser des comprimés et ceci, voilà, ces produits technologiques ont resté stable, surtout dans la partie d'Afrique subsaharienne et puis de l'Afrique de l'Est et du Sud. En plus, il est important de savoir qu'il y a plusieurs choses que nous avons notées dans la partie du Sahara de l'Est et nous avons vu qu'il y a des croissances au niveau de ce pays, surtout par rapport à l'utilisation de ces pilules. La population et le Conseil de la population a mené une recherche au niveau du marché et c'est une étude du marché qui a été, et ceci veut dire que nous avons regardé les données qui étaient disponibles publiquement et aussi nous sommes aussi penchés sur les estimations basées sur les personnes qui sont en train d'utiliser les produits contraceptifs, les pilules, les préservatifs, où nous avons estimé que dans 15 pays, dans les pays subsahariens, nous avons noté que 5 millions de femmes par personne utilisent le DPP et 5,4 COC d'utilisateurs COC étaient localisés dans ces pays. Donc, nous avons pensé que c'était une estimation donc, concertée. Si vous regardez ce graphique dont la partie bleue montre les utilisateurs, ce sont des données qui sont un peu vieilles parce qu'elles remontent à 2 ans, mais la période voilà, la partie bleue, c'est les femmes et les hommes confondus. Alors, ce qui est un peu astucieux aujourd'hui, c'est que nous essayons de séparer un peu les femmes des hommes. Et puis, les chiffres dans la partie orange font référence donc au dédoublement des chiffres des femmes inclus dans ce processus. Et donc, la partie bleue représente tout le monde, femmes et hommes confondus. Je pense que, comme vous le savez tous, ce remplacement ou ce changement, cette méthode de changement, elle est commune à travers la vie. Alors, dans le contexte de choix informés, nous avons trouvé que les femmes sont mieux informées sur le poste de planification, d'options et de choix, surtout quand il s'agit de méthodes non conformes. Alors, l'étude du Conseil montre que 3 mois après l'initiation est moins élevé, surtout quand les femmes sont informées sur les processus et les choix et les informations. Donc, le DPP pourrait être un choix volontaire dans la planification familiale pour rencontrer les besoins des femmes. Comme Jessica l'a mentionné auparavant, les femmes qui utilisent l'ARC et qui pourraient inclure les injectables, selon la caractérisation, sont satisfaites de ces méthodes et ne sont pas encouragées à utiliser une méthode moins efficace, mais elles doivent donc continuer d'être exposées à d'autres méthodes contraceptives. Mais les femmes qui n'utilisent pas l'ARC ou qui doivent aussi avoir une série de choix ou une autre choix. Je vois qu'il y a des gens qui disent qu'ils ne peuvent pas visualiser la présentation. Je ne sais pas s'il y a un problème au niveau de la présentation. Il y a certaines personnes qui ont dit qu'ils ne peuvent pas visualiser l'écran. Une fois que le DPP est disponible, la planification ou les fournisseurs de planification familiale sont vraiment au courant de la façon avec laquelle il faut expliquer ces choix divers et comment cette nouvelle méthode va être rajoutée à l'ensemble des méthodes déjà existantes. Mais la chose astucieuse, c'est qu'il faudrait absolument qu'il y ait un alignement auprès de ces produits contraceptifs. Par exemple, quand il y a oubli de prendre une pilule, le consortium
un sous-groupe qui est en train de travailler sur la messagerie, sur les consultations pour regarder les évidences et aussi pour regarder les données et voir combien de jours doivent être prises et comment on peut arrêter d'utiliser la méthode. Donc, sur le plan basique, les fournisseurs et le sous-groupe est en train de développer des recommandations qui va être incorporé dans notre équipe, dans notre étude d'acceptabilité et pour regarder les méthodes existantes. En fin de compte, il faudrait regarder la motivation et l'attitude des fournisseurs parce que cela est important et soutenir la qualité des services pour la prise de ces méthodes. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Avec cela, j'aimerais remercier tout le monde et puis donner la parole à Beth, encore une fois. Merci Barbara de cette présentation. Vous avez déjà d'autres questions. Donc, je vais commencer avec ces questions. Alors, une des questions a été, alors les femmes qui utilisent l'ARC ne vont pas être utilisées dans les populations clés de l'étude. Alors, qu'en est-il à propos des femmes qui utilisent les injectables en faisant référence à l'étude de l'USAID? Alors, parfait. Il y a, je pense, une question astucieuse dans le sens où nous, en tant que femmes, vont avoir l'autonomie de pouvoir choisir leurs propres produits. Ceci dit, cela veut dire qu'il y a des gens, que les gens sont satisfaits de la méthode. Si les gens sont satisfaits de la méthode, notre recommandation va dans le sens de ne pas encourager les femmes qui sont déjà utilisateurs de l'ARC de changer à cette méthode, mais les encourager plutôt à utiliser des préservatifs ou des capellets ou d'autres méthodes contraceptives. Comme nous le savons, plusieurs femmes peuvent ne pas être satisfaits de cette méthode de l'ARC, ou ils peuvent être dans une situation où l'ARC n'est plus approprié ou n'est plus convenable pour eux à une période de leur vie. Et que les femmes qui utilisent les injectables, par exemple, vont être mises dans cette catégorie et peuvent ne pas être satisfaites de cette méthode et peuvent être menées à utiliser d'autres méthodes. Alors, à un niveau individuel, les femmes doivent être en position de choisir la méthode qui leur convient le plus, mais nous ne suggérons pas de recommander DPP, mais de pouvoir donner le choix. Alors, Barbara, une autre question de Jennifer. Alors, c'est pourquoi la Zimbabwe, dans l'Afrique du Sud, était dans l'étude d'acceptabilité. Voilà. Le Zimbabwe était le premier endroit où nous avons fait les recherches sur l'acceptabilité parce que nous avons une utilisation élevée des contraceptifs et nous croyons que il semble que c'est l'endroit naturel de conduire nos études parce que là, nous voyons que les femmes qui utilisent les produits contraceptifs, nous avons remarqué que c'est l'endroit le plus élevé dans le monde où il y a utilisation des produits contraceptifs. En plus de cela, ils ont aussi un taux élevé du VIH. Donc, pour nous, ça semblait un endroit naturel, organique. Alors, le choix de l'Afrique du Sud était porté sur le taux élevé du VIH et c'est aussi un endroit où l'utilisation des contraceptifs n'était pas commune et donc nous avons choisi de faire nos études où il y avait des vécus différents par rapport à notre étude. Merci Barbara. Alors, juste une note de tout le monde qui est connecté. Nous avons 132 personnes qui sont intéressées par le DPP. Nous avons aussi votre perspective concernant les défis et les opportunités par rapport à cette méthode. Alors, est-ce que vous pouvez mettre cela dans le chat, la boîte à conversation, et aussi nous allons essayer d'avoir une conversation dynamique au cours de ce séminaire. Alors, Jessica, une question pour vous. Est-ce que les ministères de la Santé ont été consultés? C'est de Ravina, donc des choix dans le cadre de choix reproductifs. Question pertinente. Oui, en 2019, le DPP, alors les partenaires du consortium du DPP se sont
se sont dirigés vers le Zimbabwe, le Kenya et l'Afrique du Sud pour essayer de faire des consultations auprès des parties prenantes, y compris des agences réglementaires, des responsables de mise en œuvre pour servir et évaluer les bénéfices et les défis par rapport au DPP. De la part de perspectives réglementaires, de direction et donc la génération et marketing. Et donc, ces éléments étaient vitaux pour créer la stratégie d'introduction du marketing. Et donc, fin de l'année dernière, c'était en novembre 2021, on a eu une consultation avec menée par le ministère de Santé au Zimbabwe sur l'utilisation des contraceptifs pour parler du DPP de manière plus approfondie, pour parler des calendriers et créer le parcours envers la vers. Et bien sûr, on va engager ces résultats quand on les aura pour pouvoir avoir des cartes de pays. Oui, c'est beaucoup de travail. J'impact est en train de demander sur les plans potentiels pour les États-Unis. Et normalement, il y a un manque de connexion avec notre travail. Donc, qu'est-ce que vous diriez à ça, en fait, Jessica? Oui, moi, je dirais absolument. Et en fait, fin de l'année dernière, Evanc et Jim aussi avaient co-présenté un webinaire là où DPP était présenté dans le contexte d'autres technologies à multipropos pour les femmes aux États-Unis et même les cisgenres, les femmes cisgenres étaient oubliées en ce qui concerne cela. Donc, le DPP a été présenté en tant que produit pour répondre à ça, pour être utilisé par beaucoup de femmes aux États-Unis. J'espère qu'on va pouvoir continuer cette discussion et avoir un partenariat avec les personnes qui sont en train déjà de travailler sur ces problèmes pour développer un meilleur moyen pour le futur. Je veux ajouter encore une chose. Je suis désolée que je continue à vous poser des questions, mais il y a plus de questions que je pense que vous pourriez y répondre. Une est le potentiel pour le secteur privé pour commercialiser ce produit et aussi la production du produit dans l'Inde. Donc, la première question, et Safi Hassan a posé la deuxième question. Donc, en termes de la commercialisation de la part du secteur privé, on est en train de développer une stratégie du secteur privé qui va inclure la commercialisation. Donc, vraiment, on est dans le stade précoce de cela et vous allez entendre plus de ça sur la prochaine présentation. Un des défis est que la livraison de Oral PrEP dans le secteur privé n'est pas aussi avancée que celle des contraceptifs dans le secteur privé. Donc, vraiment, quand on réfléchit à tout ça et on essaie de trouver d'autres moyens pour aligner ces canaux, va être très important pour le DPP. Et je crois que actuellement, pour le fait que le Oral PrEP est disponible dans les pharmacies pour le secteur privé est en train d'aider pour la contraception, mais aussi je veux entendre de la part du plan de commercialisation. Donc, je crois que initialement, ça va être produit en Inde, mais encore une fois, on comprend la demande plus, on comprend que ça pourrait se répandre. Donc, en ce qui concerne aujourd'hui, c'est ça les plans. Donc, une question très relevante en fait pour Barbara sur la science du marché. Donc, ça, c'est de la part de Tobago. Donc, quand vous estimez la taille du marché de DPP, est-ce que vous vous attendez à ce que ce soit les utilisateurs actuels du DPP ou ce seront des nouveaux utilisateurs? Est-ce que c'est clair? Je sais qu'il y a beaucoup de... C'est chargé cette question. Non, c'est une question assez claire. La réponse est
n'est pas aussi clair. Parce que quand j'ai mentionné sur les diapos, quand on voulait trouver le moyen de savoir combien de personnes utilisaient le PrEP dans les 15 pays où on a fait notre estimation de marché, on ne pouvait pas trouver vraiment le moyen de savoir si c'était des femmes ou des hommes. On n'avait pas vraiment le donné pour pouvoir répondre à cette question. Donc, en théorie, on pourrait utiliser les personnes qui sont déjà en train d'utiliser le PrEP, mais cela est basé sur la contraception et l'utilisation de préservatifs, et les besoins non satisfaits. Donc, ces données ne faisaient pas vraiment partie de cette recherche du marché. J'espère que j'ai répondu. Pour Megan va nous dire si on n'a pas vraiment répondu à la question. Donc, Megan, voilà votre défi. Donc, une autre question. Est-ce qu'il y a des évidences de la contribution des âmes dans l'acceptabilité des études? Et additionnellement, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un changement entre les gens plus âgés et les jeunes? Très bonne question. On n'a pas vraiment interviewé les hommes de manière directe. Jusqu'à présent, on n'a fait qu'une recherche informative avec les prestataires et avec les groupes cibles. Et en ce qui concerne aussi les études d'acceptabilité pour voir si les femmes utilisaient aussi, la tablette ou la pilule. Mais cela, donc vraiment, on n'a pas de données en ce qui concerne ça. Mais à partir des données qu'on a jusqu'à présent, les jeunes femmes, et je crois que Jessica a mentionné ça tout à l'heure, les femmes plus jeunes sont plus préoccupées sur les grossesses non désirées que VIH. Et ça, c'était un point très intéressant des deux pays. Encore une fois, ce n'est pas toutes les femmes, parce que les femmes ont des préoccupations différentes, bien sûr. Mais voilà ce qu'on avait trouvé. Donc, tous les participants dans les groupes focus étaient en train de parler des partenaires hommes et comment ils devaient s'engager pour utiliser le DPP. En particulier, les gens sentaient que les femmes mariées devraient avoir l'appui de leur partenaire et ne peuvent pas vraiment le faire toutes seules. Donc, vraiment, c'était la différence qu'on avait vue entre les femmes mariées et non mariées. Donc, pour les deux, et c'est une très bonne, c'est une question très importante. Et donc, avec tout le genre des contraceptifs et PrEP, quels sont les effets indésirables de ce produit? Jess, est-ce que c'est bon si je commence? Oui. Je veux juste dire que d'après ce qu'on sait jusqu'à présent, qui l'OMS et les CDC, ce qu'ils recommandent, ils recommandent que les deux peuvent être pris ensemble. Il n'y a pas d'évidence qui montre que les interactions entre les deux médicaments a des effets négatifs. Donc, ils ont normalement des effets indésirables en commun, comme la nausée, le vomissement, maux de tête. C'est très commun pour les deux. Et puis, je pense que les effets indésirables sont différents entre les CEC et les PrEP, mais si on les prend ensemble dans une capsule ou une pilule, ne devrait pas être différent que la prise des deux méthodes ensemble. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. No, I think Barbara captured it well. And Non, je crois que Barbara a bien répondu. En ce qui concerne cette recherche, je crois que si j'ai bien compris, la combinaison de pilules, les produits avec les effets intensifierait les effets indésirables. Donc, c'est ça, je crois, la question que les femmes avaient. J'espère que ce n'est pas ce qui va se passer, mais on va attendre les résultats pour confirmer les effets indésirables. Une des choses qu'on est en train de faire dans les études d'acceptabilité est qu'on est en train d'engager les personnes qui utilisent les contraceptifs oraux, qui ont utilisé ces produits pour au moins 3 mois parce qu'ils les ont
parce qu'ils ont déjà pris ces produits pendant plus de 3 mois, donc ils sont à l'aise avec. Euh, mais je suppose que les effets indésirables sont la même chose. On a une autre question. Est-ce qu'il y avait des surprises dans la recherche de ces études? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui vous a surpris? Une chose qui m'a surprise, et c'était quelque chose de très intéressant en fait, est que les femmes voulaient un produit qui leur permettrait d'être discrètes, mais aussi elles ne voulaient pas nécessairement être discrètes, que ça soit accepté par les communautés, les partenaires, et utiliser une pilule qui prévenait les deux, le VIH et la grossesse. Donc, il y avait cette tension. J'espère qu'on a développé le marketing et les stratégies de demande va pouvoir être encore plus approfondies pour permettre aux femmes de l'utiliser de manière plus ouverte. Et vous, Barbara, il y avait des surprises? Oui. Donc, je pense que on a entendu ça avant, que les jeunes femmes sentent qu'elles ne sont pas bien traitées en ce qui concerne les cliniques de planification familiale et prévention et tout ça, les adolescentes, il y a beaucoup de jugements, de biais, etc. Mais ce qui était très intéressant pour moi, pour nous, est que non seulement les femmes disaient ça, mais aussi les prestataires. Même eux, les médecins disaient, oui, normalement, on juge beaucoup plus ces jeunes femmes. Donc, ceci était quelque chose qui n'avait rien à voir avec le DPP, ça a à voir avec les jeunes femmes dans la santé reproductive en général. Et donc, ils parlaient tous du fait que les choses devaient changer et que leur attitude était très intéressante. Donc, une question de la part de Kelly. Pourquoi est-ce que la limite d'âge est 20? La limite cible est 20. Et est-ce qu'il y a des plans pour descendre un peu, pour prévenir les grossesses parmi les adolescents? Alors, ceci est basé sur le retour de la part des parties prenantes à niveau national parce qu'ils ne veulent pas pousser vers l'envers la grossesse parmi les adolescentes due au stigme qui existe. Bien sûr, ceci devrait être disponible aux jeunes filles et jeunes femmes. Mais quand on avait fait des études en 2019, il y avait une peur d'inviter ces jeunes filles et femmes qui pourraient causer des problèmes ou leur envoyer l'idée incorrecte. Et donc, ceci ne veut pas dire qu'elles vont être limitées ou que ça va être exclusivement disponible pour les femmes âgées ou mariées. Barbara, est-ce que vous avez vu des études sur cela aussi? Merci, oui. Donc, dans les 2 études d'acceptabilité qu'on a fait en l'utilisation de la dernière version, dans les 2 études, l'âge principal est 16 et au Zimbabwe était concentré sur les adolescentes et les femmes, les jeunes femmes. Donc pour eux, c'était 16 ans, entre 16 ans et 24. Et puis dans l'Afrique du Sud, c'était entre 16 et 40 en moyenne d'âge. Je crois que quand Jessica était en train de parler auparavant sur les introductions, les efforts d'introduction, elle avait mentionné l'âge de 20 ans. Comme elle a bien dit, c'était basé sur les guides ou les lignes directrices des parties prenantes. Mais cela ne veut pas dire que ça ne va pas être disponible ou ça va être problématique pour une personne qui est plus jeune pour utiliser ce produit. Ça a vraiment à voir avec la contraception orale, c'est basé sur le poids, ce sont des décisions
de cibler ces groupes d'âge. Ça ne va pas être un problème. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Est-ce que vous avez besoin d'une prescription pour un DPP ou ça va être disponible aux pharmacies? Je suis presque sûre que vous aurez besoin d'une prescription, au moins au début. Aux États-Unis, vous avez besoin d'une prescription pour la contraception orale. Donc, on en a besoin ici aussi. Quoique, il y en a beaucoup entre nous qui essaient de changer cela. Mais je crois que ça va être une prescription, absolument. Donc, les prochaines questions vont être sur les introductions pratiques. Je ne suis pas exactement sûre. Donc, quand je vois le parcours d'introduction, est-ce qu'on est en train de lier les DPP, l'introduction avec d'autres produits de FPP qui ne sont pas aussi utilisés? Et ou bien est-ce que cela va avoir une initiation en parallèle? Je pense qu'il est en train de poser la question suivante. Est-ce que ceci va se passer dans sa propre ligne ou cela va être intégré? Intégré avec d'autres produits de planification familiale? Oui. Alors, en faisant le lien entre le DPP et d'autres produits, familles de produits. Je pense que c'est une bonne question et j'aimerais bien explorer cette question après cet appel parce que c'est une technologie multi-objectif. Peut-être que ça peut se passer de soi-même, surtout dans le cas de prévention combinée, mais j'aimerais avoir une idée sur les nouveaux produits qui sont introduits, qui peuvent être offerts en tant que partie des choix informés, mais nous espérons de pouvoir offrir le DPP dans les cliniques familiales, mais je dirais qu'en tant que choix informé tout au long d'autres produits de planification familiale comme Barbara l'a dit, il faudrait qu'il y ait une autonomie de pouvoir choisir ses propres produits parce qu'à différentes parties de la vie, c'est ce qui peut se passer. Ceci me mène à dire qu'il faudrait adhérer à certaines directives consultatives et que ceci doit faire partie d'un processus consultatif. Barbara, vous semblez vouloir dire quelque chose. Oui, c'est ce qui m'est venu à la tête, mais nous espérons que le DPP doit être quelque chose qui pourrait aider dans la planification familiale, l'intégration au niveau du VIH. C'est parce qu'il y a eu un défi pendant plusieurs années. Dans certaines parties, on peut le faire de manière réussie. Nous voyons que ceci est une opportunité pour intégrer les planifications familiales VIH en tant que MPT qui et le premier MPT qui soit disponible pourrait donc paver le chemin vers une intégration combinée de planification familiale et d'intégration VIH. Voilà une question principale. Je ne suis pas sûre de l'avoir compris. Ceci est de Abdouninza d'une fondation. Alors, HPT et OA2 ont reporté un déclin ou une décroissance dans l'Afrique du Sud. Je vois qu'il y a un défi au niveau des produits contraceptifs oraux. Comment l'introduction de DPP adresse donc certaines conséquences qui pourraient donner donc des résultats précis. Donc, je pense que il y a plusieurs raisons pourquoi les femmes vont discontinuer l'utilisation des PEPA à partir des préjugés et elles veulent ne pas sentir qu'il y a un risque. Donc, s'il y a des gens qui sont des utilisateurs réussis de OCU, ceci inclut le PrEP. Donc, notre espoir est que ceci va améliorer l'adhésion au PrEP. C'est une des rationnels ou des logiques que nous avons utilisées pour mettre ceci ensemble. En
concernant cette adhésion, il y a des gens qui ont du mal à s'adhérer, il y a des gens qui se sentent plus confortables et plus à l'aise à prendre des produits contraceptifs oraux, mais et à éviter des grossesses pendant de longues années. Mais je pense que le DPP peut assister euh, euh, à deux niveaux, mais je pense qu'il y a des gens, qu'il y a certainement des personnes qui produisent, qui préfèrent le produit tous les jours. Et puis, pour certains, peut-être que ça ne va pas être une méthode réussie. C'est tout. Alors, Douglas a posé la même question concernant la messagerie. Est-ce que la messagerie va être différente, surtout par rapport à certaines populations où il y a des taux de VIH élevés? Alors, comment allez-vous adresser donc les préjugés parmi ces populations? That's a great question. C'est une question pertinente. Clearly, we would Clairement, prioritize locations nous allons donner la priorité des régions où où le VIH, le taux de VIH est élevé, surtout par rapport au l'impact du public. Comme je l'ai démontré auparavant, il y a des localisations où il y a un besoin accru d'intervention en termes de planification familiale. Et donc, on va donner la priorité à ces régions pour l'introduction du DPP. Et nous sommes en train de mener des recherches par rapport à cela, quel type de messagerie on pourrait mettre en place en se basant sur la perspective des fournisseurs, des femmes et puis et aussi ceux qui sont familières auprès de ces méthodes orales, pour essayer vraiment de collecter les nuances existantes nous sommes dans ce processus et je serais ravie de partager avec vous les actions retour. Alors, pour le VIH et le test, comment cela se passe par rapport à tout ceci? C'est de Martha Brady. Alors, les femmes qui vont utiliser le DPP doivent faire des tests périodiques du VIH, c'est ça? Quelle est votre perspective en la matière? Oui, c'est une des choses les plus astucieuses à ce moment donné, parce que même si nous croyons qu'il y a il y a de la place pour le DPP dans l'arrangement de planification familiale, mais le test n'est pas fait de manière routinière. Alors, là où où les femmes vont acquérir leur approvisionnement, il y aura, suite à une ordonnance médicale, d'un fournisseur ou d'une pharmacie, elle devrait avoir besoin de pouvoir faire un test VIH en parallèle avec cela. Nous sommes en train de mener des études en ce sens, où nous sommes en train de planifier des études pour voir s'il y a des possibilités d'autotest pour éventuellement faciliter la prise de ces tests. Mais c'est vrai que c'est une chose qui doit vraiment être perçue dans ce contexte. Jessica? Peut-être qu'il y a une question plus facile ici. Est-ce qu'il y a de production suffisante par rapport à la demande? Quelle est votre perspective par rapport à cela? Oui, je pense qu'il est trop tôt pour essayer d'avoir une idée sur la demande. Et une fois que nous avons une idée définie sur le processus, on pourrait voir si la demande et voilà, approvisionnement sont en compatibilité et voir si si c'est attirant par rapport à certaines femmes et si la demande sera rencontrée dans ces initiatives. Les études qui sont en train d'être entreprises vont nous aider à être informés par rapport à cette question. En parallèle à ce que Barbara a dit, nous voyons des politiques qui sont en train de soutenir ces initiatives au moins sur une base trimestrielle, sur la base des VIH voilà, et des prises de tests, et puis pour rendre le processus facile pour adhérer voilà, aux demandes de prévention, aux exigences de prévention du VIH. Il y a ici des questions, peut-être qui sont plus communes dans le chat par rapport aux méthodes. Une est liée aux contraceptifs réversibles et l'autre liée aux préservatifs. Il y a, à mon avis, des spéculations qui
précise que peut-être il y aurait des effets de changement de méthode, surtout en relation avec le DPP. Quelle est votre perspective par rapport à cette question? Sorry, I'm not sure I totally understand. Je ne suis pas sûre avoir compris la question à 100%. Est-ce que les gens sont préoccupés? Alors, je vais lire. Nous apprécions le choix, l'autonomie qui va être fournie par le DPP. Nous croyons sincèrement que ceci ne va pas pousser les utilisateurs à changer d'une méthode à une autre. Alors, quelles sont les modalités et quelles sont les capacités des agents de santé par rapport à ceci, à la mise à l'échelle et par rapport à cette initiative? I don't know, Jessica. No, I think, Je I mean, I pense, think as Jessica said, comme Jessica l'a dit, the initial emphasis and alors rollout l'appui focus on people who are va porter son attention sur les gens qui sont déjà des utilisateurs de l'ECU ou qui sont des utilisateurs de préservatifs ou qui ont besoin d'utilisation de produits contraceptifs. Vous savez, people here nous, les gens qui sont présents ici, ne seront pas en mesure de pouvoir maîtriser la mise en marche du produit, la vente du produit, etc. Ce que nous allons faire, c'est d'essayer de recommander qui serait adéquat pour entreprendre ceci. Mais les femmes vont entendre parler du produit, elles doivent être en mesure de l'utiliser si elles sont à l'aise. Encore une fois, il y aura certainement une déconnexion entre les politiques, les systèmes et les femmes individuelles. Et je pense que peut-être qu'il y aura des choses qui sont imprévisibles. Alors, une des choses dont j'ai été surprise parce que je sais que les contraceptifs injectables sont très communs en Afrique du Sud et je n'avais pas attendu d'entendre des actions retour négatives concernant cela. C'est ce qu'elles savent, mais c'est ce qu'elles n'apprécient pas nécessairement. Je ne sais pas comment répondre à la question, mais peut-être que nous allons une question et puis après nous allons arriver à terme de cette discussion. Je voulais dans le même ordre d'idées, comme Barbara l'a dit, il pourrait y avoir un préjugé et surtout par rapport au processus consultatif. Ça pourrait venir des fournisseurs et de ce qui est disponible dans les stocks et qui pourrait limiter les choix. Mais l'objectif essentiel est d'essayer de situer le DPP et les choix informés, la prise de décision entre les clients et le fournisseur. C'est dans le cadre de cette planification familiale, des choses que nous avons apprises à travers le temps et peut-être qu'on pourrait situer le DPP et les choix informés et ne pas se lancer dans la promotion d'un produit sur un autre. Pour être juste par rapport à cette question, la personne semble être concernée par les maladies sexuellement transmissibles et des grossesses imprévisibles. Donc, la question ici est de Chelsea Pollis. Comment vous voyez les défis, les opportunités? Quels sont les défis, les opportunités devant nous? Et là, je vais arriver après la réponse à cette question à la fin de cette session. I think a large potential benefit is really Le bénéfice potentiel est à travers un produit combiné pour bien sûr rencontrer des besoins primaires au profit des femmes et voir des produits considérés des produits intégrés. Nous avons vu plusieurs silos entre ce qui existe et nous voyons des opportunités. Il faudrait absolument
voir ces avertissements et puis voir comment on pourrait les traiter, voir la prise de produits contraceptifs et là, comment elles sont prises ensemble et surtout en Afrique du Sud. Il faut voir les défis existants. Le défi va reposer sur le fait sur la livraison de ces produits contraceptifs qui doivent être basés sur la communauté, qui doivent être décentralisés, différenciés par rapport à là où nous trouvons. Mais nous voyons beaucoup de directions et d'orientations positives qui va pouvoir connecter les choses ensemble. Barbara, pour arriver à la fin de cette réunion. Une opportunité, je dirais que c'est la première EPT et nous allons avoir beaucoup de choses que nous allons apprendre de ces introductions. Qui a le potentiel de présenter aux femmes la prévention de VIH et les grossesses non désirées. Donc, je crois que c'est une grande opportunité et je crois que les défis sont ceux dont on a déjà parlé tellement de fois. Merci. Merci Barbara. Merci Jessica. Merci tout le monde pour votre questions excellentes et commentaires. Je passe la parole à Danny, Edward et Nadia Lassar et Nadia Latouli. Parfait. Donc, bonjour, bon après-midi tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et merci à EVAC et FP 2030 de m'avoir invité à ce webinaire. J'espère que tout le monde peut voir les diapos et bien m'entendre. Donc, prochaine diapo. Comme partie de consortium de la pilule double avec cette initiative, on a bien réfléchi sur l'engagement de différents aspects de système qui vont devoir être considérés pour donner cette introduction de DPP plus facile. Donc, on va faire une petite plongée dans ces deux. Premièrement, on va parler des monitorats et l'évaluation, puis je passerai la parole à Danny, à mon collègue. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner un aperçu assez bref de l'analyse que Chai a menée pour comprendre les considérations pour le DPP plus efficace et les questions avec lesquelles on a fini des MPT. Donc, pour commencer avec quelques cadres, on est en train de regarder les systèmes de la part de différents contextes. Premièrement, on part du parcours avec le nouveau produit, avec un produit nouveau et un nouveau genre de produit. On a besoin d'évidence au début pour pouvoir considérer les mécanismes menés par nos partenaires et les MNI systèmes à long terme et plus durables. Donc, on a incorporé ce concept de différentes considérations en partageant cela sur l'implémentation précoce et l'utilisation de ceci. Donc, on a un aperçu de quelques parties prenantes qui auront du SCE, les besoins de SCE, et donc, ce sera important pour s'assurer que les prestataires n'ont pas vraiment à collecter les données. Donc, pour mieux comprendre les besoins pour le DPP et d'autres MPT, on a revu les points forts et les points faibles pour commencer ce produit. Et donc, pour pouvoir ça, il faut bien comprendre l'historiel assez général de ces systèmes qu'on a mis sur ces diapos. Donc, le thème principal est que les SCE est plus mature comme programme. Donc aussi, on a vu quelques défis qu'on voit en ce qui concerne la prévention de VIH, ce qui nous donne l'opportunité à régler ce problème pour la planification familiale et la prévention de VIH. Donc, on a assez d'expérience pour offrir aux
utilisateurs parce que du côté de prévention de VIH, on vient de commencer à observer, à regarder ce produit pour la prévention. On n'est pas vraiment au même niveau que le but mondial. Donc, pour le 2020, le but n'était pas le même qu'on avait pour le 2022. Et donc, l'argument pour ce besoin, pour un produit comme la pilule à double propos. Donc, en ce qui concerne les approches sur cette analyse, on a regardé 4 éléments des systèmes que vous voyez ici de SCE qui ont été adaptés du cadre de travail. On a aussi souligné les fortitudes et les faiblesses aussi pour ces éléments. Et donc, ceci est informé pour l'adaptation des systèmes de SCE. À droite, on a identifié les fortitudes et les faiblesses en révisant beaucoup d'informations, inclut la prévention de VIH et les lignes directives de la planification familiale partout dans les pays, là où le DPP était concentré. Et donc, on a publié cette information. On a inclus les documents nationaux dans cette analyse, mais aussi, c'était un point de départ pour ces analyses nationales dont on a besoin. Donc, pour vous donner un petit aperçu de quelques points importants qu'on a identifiés. Donc, pour la disponibilité des données, on sait très bien que pour les systèmes de prévention de VIH, qu'on n'a pas vraiment avoir des données disponibles comme l'adhérence et la continuation des systèmes en existence. Donc, ceci est un point sur lequel on doit vraiment réfléchir pour les projets des prochaines générations. Et puis, pour l'introduction précoce et la disponibilité des données, il faut qu'on s'assure qu'il y ait une bonne compréhension ou cartographie de processus pour inclure de nouveaux indicateurs dans les systèmes SCE. En ce qui concerne l'utilisation des données durant les projets d'implémentation mis en œuvre, serait le partage de ces informations et avoir ces objectifs entre les gouvernements et les partenaires. Même entre ces processus doivent être menés par les partenaires. Et donc, cela va être essentiel pour donner une meilleure idée en ce qui concerne entre les parties prenantes et la communauté. Donc, on va devoir donner plus d'importance à une zone. Finalement, pour la formation personnelle, on a souligné le besoin d'appuyer cette formation pour les systèmes nationaux, même durant ces projets de mise en œuvre précoce. Et donc, ce sera important d'appuyer la coordination pour assurer les différents outils et curriculums pour la prévention VIH et l'APF et que ces programmes sont mis à jour. Donc, il faut avoir une compréhension assez claire de ces cycles et ce calendrier qui est très important. Et donc, une formation de service pourrait être aussi considérée comme partie de cette formation. Maintenant, je vais passer la parole à mon collègue Danny pour parler de l'analyse, mais aussi je veux ouvrir la porte à des questions si vous voulez une discussion après ou le mettre sur la porte de conversation. Donc, il faut juste comprendre les barrières générales pour intégrer les systèmes SCE et la prévention dans ces systèmes et quelles sont les plateformes nationaux pour ces mécanismes, les groupes techniques de travail, SCE, la FP 2030 peuvent être leviers pour pouvoir mener ces processus de SCE. Et maintenant, je passe la parole à Danny. Merci, je m'appelle aussi Danny, je suis un manager directeur, que je travaille avec RESA et le consortium pour comprendre ces défis de système. Premièrement, merci beaucoup à tout le monde pour cette opportunité pour partager avec vous quelques points de notre travail. Je veux juste vous
rappeler que vos commentaires, vos perspectives sont les bienvenus. Donc, je veux commencer par situer cette analyse. Donc, je veux juste vous donner une petite idée sur vraiment les grandes opportunités qui nous attendent. Comme vous savez, à gauche, l'analyse plus large qui est à voir le VIH avec le Fonds mondial, FPA, USAID, et aussi le gouvernement de Sud-Afrique, et aussi une plongée en ce qui concerne l'opportunité menée par ces organisations de marketing. Et les défis en matière d'approvisionnement pour le DPP et les futurs MPT parmi une gamme d'acheteurs mondiaux de VIH et de PF. Donc, on parle de coordination, de paquetage, comme vous pouvez voir, et aussi l'identification de quelques problèmes comme les attentes régulatrices, coordination, tendance en matière d'emballage, besoins en preuve et sécurité d'approvisionnement. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer sur deux choses et vous pouvez les voir à droite. On a deux problèmes qui est la sécurité d'approvisionnement et répondre aux besoins. Et aussi, je vais aussi me concentrer sur les avantages et les défis de marketing social. Donc, les deux problèmes principaux, on en a plus que deux en fait, et la sécurité d'approvisionnement et les informations basées sur les évidences ou les preuves. Donc, sécurité d'approvisionnement. On a bien noté ça sur les questions qui est sorties tout à l'heure. On sait très bien qu'au moins dans les premières années de DPP et la production de DPP, Béatrice, on sait aussi que de la part de l'expérience de VIH et le PF, que ça pourrait être une préoccupation initiale et ça pourrait être le cas dans l'espace de contraceptif. Ça fait partie du travail du futur et aussi il y a des défis de la part de l'approvisionnement. Donc, je veux juste dire ici que c'est une introduction de produits initial et on aura plus d'opportunités pour comprendre la relation entre l'offre et la demande et qu'il faut mettre plus attention sur ce système d'offres et demande pour s'assurer qu'on aura le temps d'inviter plus de producteurs pour appuyer cela. Puis, les besoins d'évidence de preuve, c'est vrai pour les approvisionnements. Donc, à côté de ça, et les évidences ou les preuves de demande, et je crois que je vais prendre cette opportunité pour répondre à une des questions que je vois déjà. Oui, le consommé est très engagé pour l'efficience et le modélage de ce produit et les bénéfices de ce produit. Et on a travaillé avec ça avec NYU, l'Université de New York. On ne peut pas vraiment partager nos résultats avec vous en ce moment, mais j'espère qu'on pourra faire cela dans le futur. La taille du marché, l'évidence de la demande, l'adoption du profil de DPP précoce qu'on avait déjà discuté avec Jessica, c'est bien noté. On en avait besoin, mais c'est possible que DPP va être un produit pour 2024. Donc, c'est clair que ce sera important de sécuriser la perspective des prestataires. Il se peut qu'on voit un peu de résistance, spécialement pour l'introduction du produit, qui me mène
a parlé des organisations de marketing social pour la livraison et l'approvisionnement. Il y aura donc de la valeur qui sera mise sur les organisations du marketing social. Ça peut être, elles peuvent être elles peuvent répondre au point de livraison, peuvent être réussies. Donc, ceci va utiliser des approches pour essayer de voir les niches de population et essayer d'avoir une idée sur les séquences. Nous savons aussi que à partir des analyses du DPP, il y a cette capacité d'accéder au secteur privé pour essayer de pouvoir répondre aux besoins reproductifs des femmes, tels que les pharmacies, les organisations de marketing qui vont être chargées de cette introduction. Sur la partie droite, il y a des avantages potentiels et qui donnent une idée sur les agences et qui sont bien positionnées pour cibler les segments de population précises. Ceci aura une idée sur le volume, sur le plan large. Et aussi, il y aura des défis potentiels sur la partie gauche en bas, sur le secteur public. Il y a des questions aussi qui sont liées à la formation, licenciement et aussi des présentations qui va s'assurer qu'il y a un monitoring, un suivi et de ces initiatives. J'apprécie des réflexions sur la matière. La question que je voulais traiter avec le groupe, et je vois qu'il y a des participants d'organisations du marketing qui sont déjà présents parmi nous. Alors, les avantages ou quels sont les défis et les avantages qui sont liés à ce processus et aussi sont importants. Alors, comment pourrons-nous différencier entre les approches et les organisations de marketing social et les choix, etc. C'est une question importante. Donc, je suis contente de pouvoir participer à cette discussion. Merci. Je pense qu'on pourrait passer à la diapositive, la dernière diapositive qui porte sur les discussions. Et je pense que juste pour commencer la discussion, il y a une question que Danny a déjà commencé à y répondre alors, Lina de MSI et des choix reproductifs qui a posé la question suivante. Quand il y a un produit dans le système, il y a un défi qui considère donc le secteur public, le travail qui est fait par rapport au VIH, comme vous l'avez dit dans votre présentation. Je pense qu'il devrait y avoir des efforts pour s'assurer que les choses sont bien ficelées. Est-ce qu'il y a un système de modelage qui pourrait prévenir ceci? Vous avez déjà parlé du système de modelage et comment ceci, par rapport dans ce projet, et comment, alors, par rapport à la première partie de cette question liée à la modélisation, nous voyons, nous sommes en train de considérer le VIH, la planification familiale et en train de penser quel serait le système qui devrait être utilisé et capitaliser une idée et d'essayer d'avoir des systèmes MNE et d'avoir des sondages démographiques pour comprendre le mixage qui peut exister entre méthodes, y compris le DPP et d'autres plateformes. Ce serait important d'avoir ces plateformes pour comprendre le rôle du mixage de ces méthodes contraceptives. Pour les parties prenantes, comme Jessica l'a noté dans la discussion précédente et dans le cadre de produits, de messages, les choses. Il y a des chaînes de planification familiale qui ont déjà été ciblées dans des pays. Le progrès est important à travers les pays et ceci va déterminer et informer le positionnement du DPP par rapport à ces pays concernant les indicateurs et comment elles seraient positionnées dans le système ou SRH ou si elles seraient incluses dans des systèmes intégrés. Je crois que ce serait une question qui serait explorée davantage dépendant des priorités d'un pays sur un autre. Danny, cette question suivante dans le chat, peut-être que vous pourrez y donner votre avis. Sonia Raff du Conseil de population,
qui a posé la question suivante. Est-ce que vous pourrez commenter si vous avez déjà contacté les parties prenantes en VIH? Quelles sont les réactions que vous avez reçues de ces populations? Je pense que c'est une bonne question. Il y a cette analyse qui est très importante et qui a porté son attention sur le panorama des défis existants sur la base des édives, des évidences sur le marché, les besoins du marché, les politiques. Il y a des défis qu'il faudrait relever par rapport à cela et il y a eu des engagements par rapport à ces questions. Il y a des conversations qui sont déjà en cours qui pourraient donner un avis sur la question du DPP. Alors, pendant que j'ai la parole, je vais prendre la question suivante qui semble être dirigée à moi. La capacité de production. Je ne peux pas donner un avis, mais je pense que Béatrice a dit qu'il croit qu'il y aura de capacités suffisantes pour rencontrer les demandes pendant 3 années au moins. Et ceci, c'est quelque chose qu'il faudrait y porter l'attention pendant le consortium et pour essayer d'avoir une idée sur la capacité du marché, sur les estimations en termes de demande. Une fois que ces questions sont ficelées, nous allons voir ce dont on a besoin, quel genre de soutien, d'encouragement que nous avons besoin pour soutenir le marché du DPP qui pourrait prendre différentes formes sur la base de l'équilibre entre la demande et l'offre et la demande. Alors, par rapport à cette question, alors comment ces approvisionnements vont rentrer dans le marché? Quels sont les plans? Il n'y a pas de planning spécifique, mais ils vont le faire à l'avenir, dépendant de la dynamique entre l'approvisionnement et la demande. Peut-être une autre question de Christopher, c'est une réflexion, ça ne me semble pas comme une question. Je vais le lire à haute voix. Il a dit que par rapport à cette question de livraison, j'aimerais apprendre des questions sur les livraisons de services, comment ceci va être différencié par rapport à la modélisation, qu'est-ce que cela veut dire par rapport aux interactions. C'est une bonne interaction. Et je pense qu'il faudrait apprendre de l'espace VIH et ceci va nous aider certainement à apprendre des choses par rapport à la livraison du DPP. Encore une fois, Rodina, merci encore une fois. La chaîne de pharmacie est importante. Je vois que c'est une opportunité réelle. C'est noté. Il y a des résultats qui ont été émergés d'une analyse du secteur au Kenya et qui ont démontré qu'il y a beaucoup de gens, en Afrique du Sud aussi, qui ont démontré que les préférences vont être confirmées par rapport aux jeunes filles, etc. Et ceci va nous donner une idée précise sur la direction à adopter. Merci, Dani. Je veux juste prendre l'opportunité de pouvoir mettre en valeur le feedback que nous avons reçu du chat du site de MNE. Puis après, je vais donner la parole de Dani pour la dernière question. Alors, de la perspective du MNE et surtout, ceci va aider dans l'intégration numérique. Ce commentaire est important, va être noté et nous est parvenu pour l'analyse. Un défi qui nous semble clair de l'introduction du produit, c'est qu'il pourrait y avoir un retard par rapport aux indicateurs qui doivent être intégrés dans le DHS, surtout dans les premières étapes dans l'introduction et surtout quand ce n'est pas livré dans plusieurs sites. Alors, une des choses que nous considérons à cette étape est de penser à s'assurer qu'il y a une compréhension claire des demandes pour intégrer le DPP, les indicateurs des DPP dans le système et minimiser autant que possible toutes sortes d'avertissements ou de systèmes pour éviter une surcharge de ce système parce que je sais que nous avons déjà au profit des fournisseurs en VIH et puis planification familiale. Pour la dernière question,
Danny, je vais lui donner la parole. Nous notons toutes ces questions dans la boîte à conversation à l'avenir. Alors, Pekan Magwa a dit que, étant donné les limitations des fonds pour soutenir les programmes de planification familiale, alors comment ceci va être adressé, ces fonds limités par rapport au DPP? C'est une question excellente. Tout le monde c'est bien de toucher à cette question liée au fonds financement. Je vais juste dire ici que c'est noté. Je ne vais pas répondre à la question comme ça de manière aléatoire, mais je pense qu'il est important de penser à cette question passation de marché par rapport aux préservatifs, aux produits contraceptifs. Il faut des engagements, des sensibilisations et il faut vraiment des discussions approfondies pour essayer de comprendre comment cette passation de marché va être faite, comment elle va prendre place dans cette initiative. C'est bien noté, question bien notée. Et je pense que nous avons vraiment été dans la limite du temps. Nous avons 5 minutes pour arriver à la fin de cette session. Nous allons certainement regarder toutes les questions qui ont été posées dans la boîte de conversation et puis y répondre. Je veux donner maintenant la parole à Ima Patel pour les prochaines étapes et remerciements. Merci, Dani. Nous apprécions votre temps et considération et votre présentation. Merci de votre présentation. Je vais rester ici pour essayer de voir les prochaines étapes. C'était une question instructive pour essayer de comprendre, qui nous a donné une idée sur l'orientation du DPP. Je m'appelle Ima Pater et je travaille dans le FP 2030 dans l'équipe d'intégration. Je vais exprimer mon remerciement à toutes les personnes présentes ici parmi nous, aux présentateurs, aux intervenants. Merci encore une fois. Nous croyons que le DPP va être vraiment une bonne étape future. Ce sera dans le domaine d'innovation. Il y a des résultats qui vont sortir très prochainement. Et nous avons des décisions réglementaires vont être disponibles aussi en 2024. Les préférences des utilisateurs vont être incorporées dans la conception et nous allons continuer de livrer les messages comme vous l'avez entendu dans la conférence en ligne aujourd'hui. Concernant les utilisateurs, nous avons eu des questions et commentaires instructifs et nous avons entendu l'importance de pouvoir prêter attention à cette question de choix informé, options. Certainement, les femmes vont avoir des besoins différents, vont avoir des perspectives différentes. C'est très important de pouvoir entendre toute cette perspective. Nous reconnaissons aussi qu'il y a des préjugés dans ce domaine qui doivent être adressés par rapport à la livraison dans les soins de santé, des fournisseurs, etc. Donc, il y a un grand besoin de soutenir ces femmes pour qu'elles soient à l'aise pour utiliser le DPP, comme vous l'avez entendu de la part des intervenants, mais il faudrait que ce ne soit pas vraiment un fardeau. Nous avons l'intention de pouvoir répandre ces livraisons et travailler auprès du secteur privé pour adresser ces avertissements, surtout concernant les VIH et les programmes de VIH. Ceci va nous aider à promouvoir l'accès au DPP. Les planifications et les recherches de mise en œuvre vont continuer d'être conceptualisé auprès des parties prenantes. Vous êtes tous des partenaires dans cet appel et nous allons continuer d'adresser ces questions de près. Nous voyons que cet appel est une première étape, est un début d'introduire et de présenter le DPP. C'est juste une première étape et nous allons visionner de pouvoir continuer ces discussions à travers des discussions futures. Nous sommes très ouverts par rapport à l'organisation de conférences en ligne futures pour adresser des thématiques spécifiques et de garder cette conversation acharnée et enthousiaste. Nous allons partager le reporting de ce webinaire dans les semaines à venir. Nous encourageons vos commentaires, vos actions en retour sur le DPP. Encore une fois, mesdames et messieurs, merci à tous les partenaires à EVA, au Conseil de population, Health Initiative et à toutes
toutes les personnes qui ont été présentes avec nous. Nous reconnaissons tout l'effort que vous avez fait pour l'organisation de ce webinaire. Merci pour tous les commentaires que vous avez adressés, pour les remarques que vous avez acheminées vers la boîte à conversation. Merci à Kate. Merci encore une fois à toutes les personnes qui sont derrière la scène, qui ont participé à l'organisation de cette conférence en ligne. Merci tout le monde et à très bientôt. Passez une très bonne journée.